Voilà, nous allons passer à notre témoignage. C'est notre maman de la team qui nous revient encore avec notre témoignage. En tout cas, merci beaucoup maman pour ta participation, pour ton soutien sur la chaîne. C'est une maman qui a déjà témoigné 2 fois. Là, c'est son troisième témoignage, tellement qu'elle est bénie, tellement que Dieu lui a fait grâce. Elle vient encore nous partager son expérience. Alors, je fais le choix de l'appeler maman Dina. En tout cas, maman Dina, aujourd'hui, on a emprunté ton nom. Mais sinon, c'est une maman de la Guadeloupe que je salue et que Dieu te bénisse encore, maman. Alors, elle nous a partagé ce témoignage par rapport à une prédication sur cette chaîne avec le pasteur Amadou qui exhortait le matin et qui avait encouragé les gens. Et à la fin, il a dit qu'il voyait que quelqu'un allait avoir résoudre un problème qu'il a avec des avocats. Les avocats, les maîtres avocats. Un problème avec des avocats, il voit la résolution, que Dieu vraiment allait lui faire grâce et elle avait saisi cette parole-là parce qu'elle s'est retrouvée dedans. Donc, elle va nous partager le problème qu'elle a à la justice. Elle s'appelle Maman Dina. Elle est née en Guadeloupe dans une famille stable. Des parents, en tout cas, qui avaient la vie moyenne, mais seulement dans leur famille. C'est pour ceux qui se rappellent, c'est une maman qui a partagé son histoire, son expérience avec sa mère et sa sœur. Donc, sa sœur était beaucoup plus métisse qu'elle et sa maman glorifiait sa sœur. Sa maman aimait beaucoup sa sœur. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Donc, c'est cette maman-là qui nous revient. Alors, quand elle grandissait, elle pensait qu'elle n'était pas belle, elle n'était pas sûre d'elle et que finalement, que c'était elle qui était tombée sur le fils d'un homme politique. Un homme très puissant en Guadeloupe, un monsieur très riche et qui avait mis ses enfants à la grande école. Ses enfants étaient des notaires, des médecins, des avocats, en tout cas, tous ils avaient fait des très grandes études. C'est ce garçon-là qui l'avait sollicité. Elle avait accepté et elle a décidé de faire des études universitaires aussi à Paris. Donc, elle avait quitté la Guadeloupe. Elle est venue étudier à Paris, à l'université, pour faire les lettres. 5 ans universitaires. Ce garçon avait quitté la Guadeloupe pour la suivre jusqu'à Paris. Je crois que tout le monde commence à se retrouver. Donc, c'est cette maman-là. Avec qui ce monsieur, ils ont eu 3 enfants. Et ce monsieur l'avait épousé. Finalement, il était devenu très, très riche. Un homme vraiment remarquable dans la ville, qui avait les bonnes connexions, un enfant de politicien, un garçon très riche, très hautain, très rempli de lui-même, imbu de lui-même. Donc, vous voyez un peu le bon tonton, patron, beau gosse, orgueilleux. Donc, c'était lui-là. Alors, avec son mari, dans son histoire précédente, ils avaient construit 2 villas. La villa dans laquelle ils habitaient en tant que couple, c'était une villa en étage, au vrai sens du mot, villa avec piscine et tout ce qui s'ensuit. Et la deuxième villa, ils avaient construit dans la même ville, mais un peu plus loin. Et pour la deuxième, en fait, c'était 2 maisons. C'était des jumelés, 2 grandes maisons, en fait, 2 autres villas. On va dire qu'ils avaient la villa résidentielle où eux, ils habitaient, et ils avaient 2 autres qu'ils avaient construites et qu'ils avaient mis en location aux forces de l'ordre françaises, aux militaires, aux généraux français qui louaient là-bas. Donc, c'était des maisons très belle, mais seulement il n'y avait pas de piscine. Voilà. Donc, quand il se sépare avec son mari, quand elle décide de partir parce qu'elle le trouve tellement indifférent, ingrat, vous vous souvenez de son histoire, en tout cas elle est sur cette chaîne, la maman décide d'aller vivre dans une des villas. Elle nous avait même expliqué comment elle avait eu du mal à déloger le général. Donc, quand elle va vivre dans cette villa-là, elle a accueilli sa mère chez elle, et sa mère est même décédée là-bas. Elle était partie avec ses enfants. Son mari a continué sa vie. Il a pris une autre femme. De toute façon, il en avait des copines. Il a pris une autre femme et tout ça. Donc, pendant 10 ans, ils ont tenté le divorce. Pourquoi le divorce n'aboutissait pas? Donc, je vais vous raconter. Notre maman, comme vous voyez, elle a grandi avec beaucoup de complexes. Ça veut dire que même en amitié, elle n'avait pas beaucoup de connexions. Parce qu'elle, en fait, elle était enseignante au lycée français. Elle donnait le cours de français, elle a fait des lettres. Ça veut dire que ses connexions s'est limitées avec les maîtresses, les directrices et tout ça, les gens de l'école. C'est son mari qui était un homme influent. Donc, quand elle part de la vie de cet homme-là, qu'on va appeler Gaston, Gaston la combat partout. Gaston veut qu'elle parte les mains vides parce que lui, il ne l'a pas chassée. C'est elle qui a décidé de partir. Or, lui, avec son orgueil, il n'accepte pas ça. Ça veut dire, si tu pars de ma vie, tu vas partir les mains vides. Parce que notre richesse, toutes ces maisons, toutes ces constructions, c'est moi, c'est mon nom, c'est mon argent. Et en effet, dans leur couple, lui gagnait peut-être 10 000 euros, elle en gagnait 3 000.
Vraiment, la différence était large. C'est pour ça que quand elle a demandé le divorce, elle a renoncé à la villa dans laquelle ils habitaient ensemble en tant que monsieur, madame, parce qu'elle était consciente qu'elle n'avait pas participé. Quand il avait acheté ça, il avait commencé à construire. Elle finissait encore ses études à Paris. Quand elle est venue au mariage, ils ont fait 10 ans sans se marier. Elle a accouché ses 2 premiers enfants. Ils n'étaient pas mariés, donc elle ne participait pas dans la construction. Donc, consciemment, elle s'est dit que c'est cette maison-là, c'est à lui. Je ne la veux pas, même si elle achetait à manger, à boire, pendant que lui construisait. Donc, elle avait renoncé à la villa. Elle lui a demandé le divorce, elle a dit, je renonce à la villa. Donc, le monsieur savait qu'elle voulait l'une des 2 maisons. Elle a habité dans cette maison-là pendant 10 ans. Alors, pendant 10 ans, comme elle pensait, elle savait que c'était chez elle, elle a rangé la grille, elle a repeint, elle a fait des travaux de 26 000 €. C'est 10 ans quand même. Elle n'a pas fait le même jour. C'était au fur et à mesure, cette année, tu fais ça, l'année prochaine, tu fais ça et tout ça. Elle a rangé la maison. Les divorces n'aboutissaient pas. Donc, pendant cette période-là, des démarches de divorce et tout ça, elle comprend qu'elle n'aura pas grand-chose avec son avocate et tout ça, il dépose des dossiers. Alors, ce monsieur-là, Gaston, chez eux, ils ont un notaire des familles. Son papa, c'est un homme politique très riche. Donc, le notaire, on va l'appeler Monsieur Didier. Monsieur Didier est riche. C'est un notaire, mais ce n'est pas le notaire de n'importe qui. C'est un vrai notaire qui a beaucoup d'argent. Un monsieur connu, respecté, bon, inapprochable, on va dire. Inapprochable et qui est vraiment le bras droit, donc l'ami du papa de Gaston. L'ami du papa de Gaston, l'ami de l'homme politique. Donc, c'est sûr que tu n'auras rien. Mais bien sûr que tu n'auras rien. Donc, elle avait très peur de lui. Donc, c'était lui qui allait arranger les choses pour qu'elle n'ait rien du tout. En plus, Gaston, déjà, il ne voulait rien lui donner. Elle le connaissait parce qu'elle était la femme de Gaston. À l'époque, les relations étaient bonnes. Donc, aujourd'hui, il est devenu ennemi. OK. Elle a son avocate là, il faut des démarches et tout ça. Donc, avec l'avocate, elle voit vraiment qu'elle peut sortir même avec 10 000 € dans l'affaire là. C'est la vie. Elle prie. Elle est très croyante, cette maman. Elle est catholique à fond. Elle est croyante. Elle prie toutes les prières du monde que quelqu'un peut prier pour supplier Dieu. Elle les fait. Elle dit seulement, protège-moi de cet homme-là. Seigneur, protège-moi de ces lions, ces loups. Son mari s'est transformé en loup, en lion parce que vous vous souvenez, quand elle est partie par orgueil, elle avait laissé la voiture BMW. Elle roulait une BMW à l'époque, une BM. Quand elle est partie, elle lui a remis sa voiture. Elle a préféré aller acheter une Twingo. C'était la colère. Quand elle a acheté la Twingo pour être libre, pour savoir, moi je suis partie de la villa de sa vie qui reste avec, il a un but de lui-même. Lui, maintenant, ça lui faisait honte que les gens voient que sa femme, Dina, se promène en Twingo. Parce que lui, il est gonflé. Il lui avait envoyé un 4x4. Vous vous souvenez, je ne me rappelle plus de la marque. Je crois que c'était Mercedes. Il lui avait envoyé un gros 4x4 neuf qu'il lui a envoyé avec le chauffeur. Ce n'était pas pour la supplier qu'elle revienne. Bon, de toute façon, lui, il avait dit, on ne va pas divorcer. On ne divorce pas, lui. Bon, elle habitait dans sa maison. Lui, il s'est dit, c'est des caprices des femmes. Je lui envoie un nouveau 4x4. Elle va rester là-bas, elle va bouder. Après, je viendrai piétiner. On va recommencer. Quand tu lui avais envoyé le 4x4, elle avait refusé. Elle avait renvoyé le 4x4 avec le chauffeur et les clés. Alors là, ça avait attrapé son gars là à la gorge. Tu te prends pour qui? Moi, je t'ai acheté une nouvelle voiture, une Jeep, hein? Et tu as renvoyé les clés avec le chauffeur. Donc, elle avait trouvé ça déjà très impoli, que lui, il vient la supplier par le chauffeur. Donc, sans mots, sans lettres, sans fleurs, sans explication. Moi, je t'ai quitté. Toi, tu m'envoies un 4x4 et moi, je vais sauter. Merci. Au nom de quoi? Moi, j'ai demandé le divorce, donc tu gardes ta voiture. On va divorcer. Là, c'était vraiment la guerre a commencé. C'est là qu'il avait décidé que, comme elle a rendu cette voiture, cette fille n'aura rien de rien de rien. Et elle le savait. Le divorce tirait en longueur. Elle habitait seulement. Elle a rangé la maison. Ses enfants ont grandi. Là, il s'est toujours occupé de ses enfants. Ses enfants étaient des adultes. Ils payaient l'université, ils payaient ceci, ils payaient cela. Ils allaient chez leur papa, ils faisaient, voilà, les enfants faisaient les deux côtés. Donc, un jour, elle va à l'hôpital, chez les cancéreux. Elle va voir une collègue de service. C'était une pianiste. Elle donnait le cours de piano. Elle a travaillé avec elle peut-être 10 ans, 12 ans par là. Cette dame-là avait le cancer.
Et cette dame-là n'avait pas d'enfant. Cette dame-là n'avait pas de mari. C'était une Française blanche qui était venue vivre en Guadeloupe, qui donnait des cours de piano. Donc, elle est à l'hôpital, elle veut prendre l'ascenseur. Quand il arrive, pop, elle entre comme ça. L'ascenseur, il venait du basement. Il y avait déjà du monde, mais il y avait une seule personne qui est restée. L'autre est sortie et elle est rentrée. C'était Monsieur Didier le notaire. Ah, bonjour. Il dit, bonjour, madame. Vous allez bien? Il dit, merci. Je vais très bien, monsieur. Et vous? Oui, ça va. Et tout ça. Il commence à monter. Premier étage. Maintenant, quand elle a appuyé, elle voit que, quand elle est entrée, elle voit qu'il avait déjà appuyé 7e étage. 7e étage, c'est l'étage des cancéreux. Maintenant, lui aussi, il a regardé, il a vu qu'elle n'a rien appuyé. Du coup, c'est lui qui commence. Vous allez où? Elle lui dit, oh, je vais au 7e étage. Je veux voir une ancienne collègue à moi qui est malade. Et bon, elle n'a pas de famille et tout ça. Donc, même si elle avait déjà quitté le lycée, mais je viens quand même lui ramener du sourire, un petit rayon de soleil. Et vous, vous allez où? Il dit, oh, je vais au 7e étage. Ah, vous avez quelqu'un là-bas aussi? Il dit, oui, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Ah, c'est pas facile. Je ne sais pas comment les gens font pour venir ici et avoir le sourire sur les lèvres comme vous me parlez. C'est tellement dur. Il était abattu. Donc, il lui avait dit bonjour seulement parce que c'est un homme. Donc, quand il lui parlait là, tu vois que dans les yeux, il a envie de pleurer. Donc, tu sens qu'il aimait son frère a le cancer. Là-bas, c'était l'étage qu'on appelait non-retour au revoir. Ah bon? Donc, elle le regarde et dit, waouh, je comprends. Il est là depuis longtemps. Il dit, non, ça va faire 2 semaines et tout ça. Donc, il est abattu, quoi. L'ascenseur s'arrête. Tous les deux, ils sortent. Donc, quand ils sortent là-bas, il est tellement dépassé. Elle a arrêté, elle lui dit, écoutez, vous savez, moi, je viens ici et je viens voir cette dame. En fait, je ne viens pas pour pleurer. Je viens pour lui donner la force. Je viens pour lui donner le bonheur. Vous avez dit que vous vous demandez comment quelqu'un peut être dans cet ascenseur, aller au 7e et sourire. Parce que justement, je viens pour lui montrer que la vie, elle peut être encore belle. Comment je fais? Je lui parle de bons moments. Je lui parle des beaux temps qu'on a passés ensemble. Je lui parle des bienfaits qu'elle a fait sur cette terre. Je lui parle, je lui dis qu'elle est une bonne personne. Je lui montre qu'elle a été utile. En fait, je lui montre que on est encore bien, quoi, qu'elle est encore là. Parce que quand tu pleures, tu montres à la personne que c'est fini, en fait. C'est comme si tu enterrais la personne encore vivante. La personne a déjà mal. La personne, quand elle est seule, elle est inquiète. Quand elle est seule, elle réfléchit, elle regrette, elle prie, elle pleure, elle dit, Dieu, vraiment, tu m'as laissé là. Et toi, quand tu viens encore l'achever, lui montrer que vraiment, c'est fini, la façon que je te vois. En tout cas, toi, c'est la fin. Elle dit, les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens, ils ont besoin d'être remontés. Les gens, ils ont besoin d'être encouragés, de savoir que, ouais, même si je suis dans cet état-là, mais j'ai encore des gens qui m'apprécient. J'ai des gens à qui je veux mentir. J'ai des gens. Voilà, c'est ce que je viens faire. C'est pour ça que je viens. J'ai très mal. C'était ma collègue. Elle a 74 ans aujourd'hui, mais elle était importante dans ma vie parce qu'on a passé beaucoup de moments ensemble. C'était une dame qui a tout donné, qui a quitté Paris, qui est venue vivre ici. Et aujourd'hui, elle est seule. Quand même, on lui doit ça. On lui doit ça. Donc, elle a conseillé M. Didier. Elle lui a remonté. Elle a dit, on a parlé peut-être même 5 minutes. Il est resté, il a dit, waouh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais comment je vais me comporter devant lui. Il a dit, faites un effort. Rappelez-lui les bons moments. Dites-lui qu'il était super et tout ça. Il a besoin de ça parce qu'il est déjà down. Il est déjà par terre. Il n'a pas besoin d'entendre ça, de pleurer ensemble. Non. On pleure quand on est seul et tout ça. Bon. Monsieur Didier a dit merci, il est parti. Donc, elle ne sait pas voir sa dame-là, elle reste, quand elle est sortie, elle n'a même pas vu, elle n'a même pas demandé, elle était dans quelle chambre. Donc, elle est partie. Un jour, 2 jours après, elle reçoit un appel d'un numéro fixe. Allô, Madame Dina? Oui, allô, oui, bonjour. Répondez par oui ou non. OK. C'est Monsieur Didier à l'appareil. Le notaire. Oui. Est-ce que vous êtes seul? Oui. Est-ce que vous êtes disponible? Oui. Est-ce que vous pouvez parler? Oui. Ne m'enregistrez pas.
Oui. OK. Je veux vous dire quelque chose. Pour le divorce, votre contrat de mariage dit ceci, ta, 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 ta. Le dossier que vous avez déposé avec votre avocate. Dans votre dossier, il manque tel papier, tel papier, tel papier, tel papier. Côté argent, compte en banque. Vous êtes au courant que votre mari, en France, à Paris, il a un compte à la CIC, à Crédit Mutuel, à Crédit Agricole, à Patati, à Patata. Dans ces comptes-là, il a compte d'épargne. Qui a compte comme ci? Est-ce que vous êtes au courant? Oui. Non? Oui. Il y avait des choses qu'elle savait, il y avait des choses qu'elle ne maîtrisait pas. Tel compte, vous savez, est-ce que vous connaissez les détails de tel compte? Non. Renseignez-vous sur ça. Ça. Je veux que vous m'amenez tel papier, tel papier, tel papier, tel papier, tel. Donc, c'était oui, non, oui, non, oui, non. Elle écrivait. Comme elle est maîtresse là. Elle a tout écrit. C'est comme ça qu'il lui dit, vous me ramenez ça si vous ne voulez pas être perdante. Au revoir. Il a raccroché. Elle est restée bouche bée. L'ennemi numéro 1 dont elle avait peur là, qu'elle allait l'écraser, effectivement, il allait l'écraser. En fait, elle, son dossier était tellement mal fait, incomplet. Elle ne connaissait pas l'argent de son mari. Donc, son mari avait déjà planqué l'argent ailleurs, qu'elle ne connaissait pas. Tous les biens de son mari, elle ne connaissait pas. Donc, il fallait qu'elle ramène beaucoup de dossiers, compléter ces documents pour qu'on fasse bien les calculs de partage. Sinon, elle sortait avec 10 000 € là-bas. Et lui, il savait qu'elle n'allait pas s'en sortir. C'est le notaire lui-même qui lui a soufflé ce qu'elle devait ramener comme papier, comme document, qu'est-ce qu'elle devait compléter. Elle devait aller refaire les calculs à la banque, ramener les choses justes. Elle a dit, Seigneur, donc l'ennemi est devenu ami. À l'occasion de quoi le monsieur là? Elle est dépassée, elle part, elle ouvre sa boîte mail. Elle voit le mail du notaire. Madame Dina, c'est monsieur Didier. Merci de m'avoir réconforté et tout ça. Vous êtes une personne merveilleuse. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai appliqué ce que vous m'avez dit. Mon frère riait. On a passé la meilleure après-midi depuis qu'il était malade. Je me suis sentie bien. Je me suis sentie utile. Je me suis sentie fort. Quand je suis sortie, j'avais la tête haute. J'ai vu qu'il était content de m'avoir vue. Donc, il lui a remercié dans les mails. Mais quand il a appelé, c'était oui, non, oui, non, oui, non. Elle a compris que waouh! C'est à cause de ça qu'il est reconnaissant. Il lui a dit beaucoup de merci. Il n'a pas parlé des choses, des trucs, parce que ça, c'est les mails des preuves, on va dire que vous avez causé. Il n'a pas parlé de ça. Elle est partie chercher son avocate. Son avocate, elle vous dit, ah bon, c'est vrai, ok. Maintenant, comme tu es là, il faut que tu cherches quelqu'un à la banque, tu vois, quelqu'un qui va investiguer pour toi tous ces comptes et tout ça, qu'on va refaire les calculs, toutes les taxes, tout ça, parce qu'eux, ils ont construit des villas, ils ont acheté des biens ensemble. Donc, il lui fallait une banquière. Point. En même temps, donc cette même période-là, son mari et elle connaissaient une dame qu'on va appeler Kapinga. C'est un choix de nom personnel. Kapinga, c'est le nom des Congolaises, mais qu'on a donné à une Antillaise aujourd'hui. Kapinga, c'est une dame de Guadeloupe qui est courte comme ça, qui est patata. Elle est assez ronde. Kapinga, elle a 12 ans de plus que Dina. Donc, c'est une tata par rapport à Dina. Kapinga, chez eux, ils étaient 4. 2 garçons, 2 filles. Le papa de Kapinga, il était millionnaire. Riche que vous entendez, riche. Beaucoup de terrains, donc un papa riche. Kapinga, chez eux, eux tous, ils ont étudié. Tous, comme son mari Gaston. Et Kapinga, c'était la connaissance de Gaston. Parce que Gaston, c'est un fils d'un politique. Kapinga, c'est la fille d'un millionnaire. Donc, Kapinga, c'est l'ami de son mari, connaissance de son mari, malgré qu'elle était beaucoup plus âgée même que son mari. Donc, ce sont des gens qu'elle connaissait par rapport à eux. Elle est juste une simple enseignante au lycée.
Elle s'est contentée de sa vie avec les lycéens, voilà, avec les maîtresses. C'est quelqu'un de simple qui n'aime pas la complication. Imaginez qu'elle a rendu une BM pour acheter une Twingo. Donc, elle ne se prend pas la tête. OK. Un jour, elle est partie avec ses élèves dans un musée d'œuvres d'art. Donc, elle est en train de montrer, vous voyez, c'est une enseignante, elle est avec les lycéens, ils sont tout, paf, elle tombe sur Kapinga. Kapinga la reconnaît. Ah, Dina, bonjour, tu vas bien et tout, ben, depuis, ça fait longtemps, et tout ça, qu'est-ce que tu deviens? Ben, j'ai appris, ah, vous n'êtes plus ensemble, et tout ça. Non, et tout, mais c'est, franchement, ça me fait plaisir de te revoir, en tout cas, on échange des numéros, hein? On change des numéros parce que toi, j'étais connue avec Gaston, maintenant je n'ai plus avec Gaston, ça veut dire que ces gens, on ne se connaît plus. Donc, passe-moi ton numéro. C'est comme ça qu'elle échange de contacts avec Kapinga. Kapinga est mariée. Kapinga n'a pas eu d'enfant. Elle est stérile. Kapinga est mariée à qui? On va appeler son mari Philbert. Kapinga est mariée à Philbert. Qui est Philbert? Philbert, c'est un garçon qui a eu que le BPC. Philbert, c'est un garçon qui n'a même pas eu des bacs. OK? C'est seulement un beau gosse. Donc, Kapinga, elle a fait des études, des doctorats. Elle a étudié à la Sorbonne, elle a étudié en Guadeloupe, elle a étudié en Amérique, elle a étudié au Canada, elle a étudié dans le monde entier. Kapinga est numéro 2 de la banque de son pays. Kapinga, c'est pas n'importe qui. Donc, big boss de la banque, c'est Kapinga. Elle est partie aimer Philbert. Quand elle a aimé, il a accepté. Comme elle a son caractère, lui, il est beau gosse. Un beau métier. Elle a pris Philbert, elle l'a positionné à la banque. Ah, c'est comme ça la vie. Elle a mis Philbert à la banque vers les accueils là-bas, des choses comme ça. Bon, même s'il n'a pas le bac, quand même, il peut apprendre à manipuler un ordinateur. On va lui faire la formation, l'entraînement. Donc, il va travailler, il va se débrouiller, quoi. Donc, Philbert travaillait là-bas au rez-de-chaussée. En tout cas, il n'était pas portier. Quand même, il était aussi derrière un clavier, derrière un ordinateur. Donc, Kapinga, c'était Big Boss. Philbert, il a travaillé 2 ans à la banque. Elle en a eu marre. Toutes les petites de la banque, là, veulent piétiner Philbert. Veulent sortir avec le mari de la directrice. Vous aussi, vous n'avez pas peur. Hein? Donc, elle sort Philbert de la banque et lui dit, le travail est terminé. Je suis trop riche, je reste à la maison. Alors, le papa de Kapinga est décédé. Donc, il y a eu partage des biens. Elle, Kapinga, elle a hérité de 6 hectares. Là, dans la ville dans laquelle il vivait, 6 hectares de terrain. Ses frères aussi, hein, ses sœurs. Pendant le partage, qu'est-ce qui s'est passé? Kapinga, ils étaient 4 chez eux. 2 garçons, 2 filles. Elle avait un frère qui, lui, est venu vivre à Paris. Il a fait le choix, après ses grandes études, de vivre à Paris. À Paris, là-bas, il rencontre une Française blanche, une Whitey, qu'on peut appeler Chela. Chela, c'est une blanche. Chela sort avec son frère et font un enfant. Ils mettent au monde une fille qu'on peut appeler Solilove. Quand elle met au monde, le frère de Kapinga n'est pas sérieux, il la trompe. Donc, Chela est très fâchée. Tu m'as trahi, c'est une blanche. Donc, sors de ma vie, pars de ma vie, je ne veux plus de toi. Elle part accoucher Solilove. Le frère de Kapinga vient pour déclarer l'enfant. Chela a refusé. Elle a refusé parce qu'il a trompé. Laisse-moi tranquille avec mon enfant. Il a reconnu, fait pardon, je vais reconnaître, je n'ai pas d'autre enfant, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle est sortie de l'hôpital comme ça. Ça veut dire qu'elle a reconnu son enfant à elle toute seule. Il a fait les démarches. Finalement, elle a accepté. Mais quand elle a accepté, c'est juste la reconnaissance comme ça sur papier pour que sa fille Solilove, quand elle va grandir, qu'elle sache qu'elle a un papa. Sur son acte de naissance, qu'on écrit un nom du père, nom de la mère. Mais, Chela a refusé que son enfant porte le nom du frère de Kapinga. Pourquoi je vous explique ça? Quand il y a reconnaissance,
longtemps après la déclaration de naissance, ça va chez un notaire. Ça va chez un notaire parce qu'on doit vérifier si effectivement l'enfant est l'enfant de la personne qui s'est présentée. Donc, c'était toute une démarche. Son frère a reconnu son enfant Solilove. Mais la maman, vu qu'elle avait déjà reconnu, son enfant avait déjà une carte d'identité, elle a refusé qu'on aille modifier le nom de son enfant, mettre le nom de son compte de père. Elle a refusé. Sur l'acte de naissance, ton nom sera marqué, mais sur l'identité de ma fille, jamais. Ma fille va porter mon nom de Blanche. Tout le monde le savait dans la famille. Son frère a dit à Kapinga et ses autres frères et sœurs. Bon, ils connaissaient Solilove. Quand elle vient à Paris, elle voit Solilove et Tchela. C'est Tantine Kapinga. Quand elle arrive, elle voit du Solilove et tout ça, ils sortent, ils mangent au restaurant. Alors Tchela toujours bombasse et tout ça, moi je l'aime pas, moi et tout ça. Son frère est parti faire d'autres aventures, il n'a pas eu d'autres enfants. La mort l'a rencontré, il est décédé. Il est décédé avant leur papa. Qu'est-ce que Tchela en a à foutre? Elle ne connaît pas la Guadeloupe. Elle n'est jamais venue là-bas parce qu'ils se sont séparés quand elle venait d'accoucher. Donc, c'est pas ça qui se passe en Guadeloupe. Quand ils décèdent, ils font le deuil, ni Solilove, ni Tchela ne viennent. C'est avec ce Kapinga et sa famille. OK? Elle, Tchela, on connaît son enfant. Le papa de son enfant décède. Même pas un petit mot, même pas une carte. Pendant qu'elle est au courant, sa fille est déjà adolescente, elle a déjà 17 ans. Elle a connu son père, son papa meurt. On l'enterre en Guadeloupe, ils ne sont pas venus. Ça les a vexés. Le temps est passé. Le grand-père est décédé. Quand le grand-père décède, son frère là, il a droit à l'héritage, non? Même s'il est mort. Surtout qu'il a un enfant. Donc l'héritière, c'est Solilove. Mais par colère. 2. Elle avait refusé qu'il porte le nom de notre frère. Il est mort, ils ne sont pas venus au deuil. On ne va rien donner à Solilove. Donc cet enfant-là ne va pas hériter de notre frère. Malgré qu'ils se sont fréquentés toute la vie, hein, jusqu'à son décès. Parce que même elle fréquentait Solilove. Donc, ils causent avec les Solilove de temps en temps. Quand le grand-père aussi est mort, bien sûr qu'ils ne sont pas venus. Donc, eux, ils savaient que le grand-père avait des moyens, mais comme ils négligent la Guadeloupe, ils ne savent pas en Guadeloupe, là, le grand-père est riche comment, ils ne sont pas venus. Donc, Kapinga a décidé que Solilove n'aura rien. Alors, ils ont pris des notaires et tout ça. Il fallait partager les biens du papa. Leur papa avait des appartements à Paris où vit Solilove. Donc, on devait partager tout ça. Ils se sont arrangés pour ne pas déclarer que leur frère avait un enfant. Ils l'ont fait sortir sur les documents comme s'il n'a pas d'enfant. Pendant qu'il a un enfant qu'il a reconnu jusque chez les notaires. Donc, ils ont volé les biens de leur frère, l'héritage de leur papa, ils ont partagé ça en 3, au lieu de partager en 4 avec l'enfant de leur frère. Donc, ils ont volé à l'enfant la Blanche. Pendant qu'il cause toujours. Cause au téléphone. Jusqu'aujourd'hui. Et Kapinga raconte ça à Dina, dans leur amitié. Dans leur nouvelle amitié, parce que quand elles se sont échangées des téléphones, Kapinga a rappelé Dina. Et Dina lui a raconté qu'avec Gaston, c'était comme si c'était chaud, c'était chaud. Ça veut dire qu'elles se sont rapprochées. Quand Dina maintenant rencontre le notaire, Monsieur Didier, Dina, on lui dit d'arranger les comptes en banque, de bien faire ses déclarations, ses calculs. La personne qui peut l'aider à patrouiller tous les comptes de Didier, c'est qui? C'est Kapinga. Ce n'était pas des meilleures potes, ce n'était pas des meilleures copines, mais elle avait le numéro, elles avaient eu à discuter, à faire 2-3 restaurants. Kapinga l'avait invitée chez elle. Parce que Kapinga, elle est courte, elle est grosse, elle est très vantard. Elle fait tout en grand. Elle a une superbe villa. Tu veux te voir à Miami. Donc, elle avait invité Dina. Quand Dina est venue, elle a vu sa maison. Waouh, félicitations, c'est beau chez toi. Dina, elle est grande.
Elle a des formes. Elle est métisse, mais pas très métisse comme sa soeur, mais c'est une belle femme. Elle est imposante. Kapinga est toute petite, grosse. Maintenant, quand elle vient chez Kapinga, Kapinga veut la diminuer, genre, d'abord, je suis plus âgée, je suis plus riche, tu dois être impressionné. Elle a dit ça, je le sentais. Tu vois, elle va t'inviter chez toi lundi. Tu viens. Dans 2 semaines, elle t'invite. Quand tu viens, elle a déjà changé peut-être les rideaux ou acheté un pot de fleurs. Maintenant, elle te regarde. Quand elle voit que tu n'en parles pas, elle te pose la question. Tu n'as pas remarqué que j'ai mis un pot de fleurs là-bas? Elle va dire, ah oui, ah, c'est beau et tout ça. Ah, tu n'avais pas vu? Genre, ça la vexe. En fait, c'est comme si quand toi, tu étais venu chez elle, tu dois mémoriser tout ce qui est dans sa maison. Vous connaissez un peu ce genre de personnes-là. Donc, c'est supposé que quand j'ai coiffé mes sourcils, vous devez voir que moi, j'ai coiffé mes sourcils. Quand j'ai changé de perruque, vous devez dire que j'ai changé. Elle est comme ça. Donc, toi, tu dois remarquer ce qu'elle, elle fait. Bon, Dina ne comprenait pas c'est quoi en fait le truc. Donc, moi, quand je viens chez toi, je dois savoir que hier, ta salle à manger était blanche, aujourd'hui, c'est rouge. Mais attends, moi, j'ai ma vie au fait. Donc, c'est quelqu'un qui te fait les remarques donc, en fait, toi, tu veux dire que tu n'as pas vu que j'ai changé de voiture. C'est ça, en fait. Bon, ça fait qu'elle était un peu sceptique dans cette amitié-là. Elle ne voulait pas trop se lancer dedans. Quand elle rencontre le notaire, elle recontacte Kapinga. Kapinga accepte de l'aider. Elle dit, ramène-moi les dossiers. C'est comme ça que Kapinga rentre dans le compte de son mari, Gaston. Elle dit, elle m'a fait un boulot en béton. Dossier en béton. Elle a tout trouvé. Donc, j'ai mettais mon mari à terre. Pendant que c'est l'ami de Kapinga, son mari, la personne que son mari connaît, c'est Kapinga. Ils se connaissent depuis l'enfance. Leurs parents étaient des amis. Mais elle était juste la femme qu'on divorçait. Elle a dit, mais Seigneur, il y a des gens bien dans la vie. Tu vois, tout l'entourage de mon mari, j'avais peur d'eux. Je croyais que c'était des lions. Moi, j'ai prié. J'ai prié. J'ai dit que Dieu a transformé mes ennemis en amis. Il les a mis à ma disposition pour abattre les lions qui étaient devant moi. Mon mari Gaston, oh Seigneur, je te suis tellement reconnaissante. Et tu vois comment Dieu fonctionne. Ça veut dire qu'elle s'est ouverte à Kapinga. Elles ont commencé à parler de tout et de rien. Elles ont commencé à aller faire le sport ensemble. Kapinga voulait devenir mince comme elle. Maintenant, quand elles sortent à deux, elles vont aller marcher ou faire un peu de sport. Quand Kapinga va voir que les Américains, les étrangers, les Blancs là, les Parisiens qui sont venus vivre en Guadeloupe, lui dit bonjour, s'intéresse à elle et tout ça, Kapinga fait genre la jalousie. Pendant qu'elle a un canot dans la maison. Donc, c'était les gens des femmes. Elle dit, elle a 12 ans de plus que moi, mais elle voulait être à mon niveau. Elle voulait qu'on fasse cas d'elle, en fait. Elle dit, elle, c'est ça la partie qui l'a gênée chez Kapinga. C'est seulement ça. Mais sinon, elle était cool, elle causait bien, elle rigolait bien, elle est hyper instruite. Notre maman a quand même fait des lettres à Sorbonne. Donc, vous voyez qu'elles ont de quoi parler. Kapinga lui fait le dossier. Son mari ne sait pas que c'est Kapinga qui est derrière ça. Elle va donner ça au notaire. Pan, on tranche. Le notaire a coupé 300 000 qu'on doit lui donner. Son mari veut donner le dossier comme ça, bender, donner comme ça. Le mari veut nier qu'il n'a pas d'argent. On lui sort les dossiers. Ah, le mari n'a pas compris. La fille a découvert tout. Bon, elle a perdu la villa principale qui valait des millions parce qu'elle avait rendu. Quand maintenant on lui donne les 300 000, son mari là lui dit, ok, comme tu as pris 300 000 de mon argent, tu dois me payer les 10 ans de loyer que tu as habité chez moi. Parce que cette maison-là, elle était une maison à location. Vu qu'on doit tout partager, donc, toi, tu dois me payer les 10 ans de loyer. Parce que cette maison-là restait au mari. Pendant les 10 ans, elle habitait avec les enfants de son mari, donc leurs enfants, eux deux. Il a dit, tu vas payer. Quand on a calculé le loyer au prix auquel l'ancien locataire payait, avec la majoration annuelle de tous les 2-3 ans, ça lui a fait 62 000 euros. Son mari dit, tu me donnes mes 62 000 euros. Il n'y avait pas moyen d'esquiver. Elle ne voulait plus se prendre la tête parce que dans ce divorce-là, en fait, elle n'attendait même plus rien. Les 300 000 même, c'était beaucoup. Et si elle les a eu, c'était grâce à Kapinga. Donc, elle a accepté de payer les 62 000. Mais par contre, elle a dit, dans ta maison, monsieur le bailleur,
J'ai fait des travaux de 26 000 euros que tu dois me rembourser. Le mari a refusé. Ça, c'était maintenant la force. Le mari a refusé. Il ne va pas rembourser parce que lui, il ne lui a jamais demandé de faire des travaux chez lui. Elle était locataire, elle ne lui a pas posé la question. Donc, c'est à sa propre perte. Quand tu veux faire des travaux chez un bailleur, tu lui dis, monsieur le bailleur, votre grille là, elle roule mal. Moi, en tant que locataire, ça me gêne. J'ai décidé d'échanger la grille. Est-ce que ça vous convient? Je vais déduire dans l'argent ou dans le loyer ou quoi que ce soit. Toi, tu as fait les travaux chez moi sans me poser la question. Ce n'est pas mon problème. Elle a perdu 26 000 euros. Il ne lui a pas remis ça. Bon, ça veut dire qu'elle est restée quand même avec 200 et quelques mille euros. Tout ça là, les Kapinga sont derrière, ils savent qu'elle est restée avec l'argent. Kapinga l'appelle, elle dit, Mako, tu sais, mon mari Philbert, il ne travaille plus à la banque. Quand Philbert a quitté la banque, tellement qu'elle est riche, elle est Kapinga, elle a pris l'argent, elle a donné à Philbert pour qu'il fasse les affaires. Sur ces 6 hectares à elle qu'elle a hérité de son papa, Philbert a construit 2 villas. Quand on dit 2 villas, c'est 2 villas qui dépassent les villas de son mari à elle. Parce que les terrains déjà sont waouh. C'est comme sur la montagne un peu, hein, c'est un peu penché et tout. La verdure et tout. Donc Philbert avait construit 2 villas là-bas qu'ils avaient mis en location. Quand ils ont commencé les démarches des divorces avec son mari, qu'elle avait ramené les dossiers, son mari l'avait expulsé de sa maison parce que maintenant c'était vraiment chien méchant, chat et chat. Ça veut dire qu'elle était partie vivre dans une villa de Philbert comme locataire. Ils ont sorti un locataire, ils l'ont mise elle. Vous comprenez que c'est l'amitié. Je t'ai aidé, tu es encore dehors, le gars il te met dehors, viens vivre chez nous. Nous, on fait louer ces villas-là aux passants. Tu peux venir louer à l'année. Donc, elle a habité dans cette villa-là 10 mois. Pendant les 10 mois qui faisaient le divorce. Quand elle termine le divorce, elle a 200 et quelques mille euros. Kapinga lui dit, écoute, moi, je te vends cette maison-là dans laquelle tu vis pour te faciliter. Ne te prends pas la tête. Moi, j'ai 6 hectares. Là, on a construit, c'est sur 2 hectares seulement, les 2 villas. Hein? Toi, achète cette maison. Comme ça, tu restes tranquille parce que tu es déjà installé. C'est une bonne affaire. Moi, je te fais un prix d'amis. Le prix d'amis, là, ma villa vaut peut-être 300. Non, elle m'a dit la villa valait 336 000. Donc, il fallait rajouter 100 000. Ma villa vaut 336 000. Mais vu que toi, tu as habité déjà 10 mois, moi, je vais déduire les 10 mois. Tu vois, je te fais le prix des 10 mois. Donc, on va enlever le loyer des 10 mois sur ça. Comme ça, je te vends à ce prix-là. Parce que tu m'as déjà payé. C'est comme si tu m'as déjà payé. C'est comme si les 10 mois-là, tu achetais déjà la maison. Vous avez compris le calcul? Donc, elle est d'accord. C'est un bon prix. Le lieu, c'est calme, c'est un peu penché, c'est un peu comme la montagne et tout ça. Donc, c'est très beau. C'est waouh, c'est à côté de la plage. Vraiment, le Kapinga, leur papa avait l'argent. C'est dans un super coin. Et elle connaît la maison. Et il y a le jardin. Et ses petits-enfants peuvent venir jouer. La maison, elle est en étage. Il y a le basement, il y a le rez-de-chaussée, il y a tout. Elle a dit d'accord. Maintenant, elle dit à Kapinga, comme on va aller maintenant chez le notaire pour faire les papiers, il faut que tu m'écrives que dans l'achat, c'est comme si j'ai déjà acheté la maison en avance en fait. C'est comme si j'étais déjà avancé les 10 mois et la garantie que je t'ai donnée. Elle dit, mais fais-moi confiance. Moi, je me suis battue pour toi. J'ai trahi Gaston. Gaston, c'est notre ami d'enfance. Gaston, on a grandi avec eux, les parents se connaissent. Donc, tout ce que moi je fais, tu penses que je vais te rouler les 10 mois. Mais ça ne va pas ou quoi? Elle a dit non, parce que comme c'est quand même des choses, des documents, de l'argent, elle dit non. Mais c'est moi-même qui t'ai dit, tu ne m'as pas demandé. C'est moi-même qui te propose la maison, c'est moi-même qui te dis. Donc, je vais le faire. Elle a cru sur parole. Donc, elle fait l'arrangement, elle accepte et tout ça, et elle signe les papiers et tout, qu'elle veut acheter la maison, elle engage son argent. Kapinga à la banque, est-ce que c'est compliqué? Pam, 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 pam. Quand elle part chez le notaire, elle arrive, elle voit que la maison coûte 336 000. Oh. Comment ça, la maison coûte 336 000 pendant que moi, j'ai déjà habité 10 mois? 10 mois peut-être au prix de 2 000 euros, 2 000 euros. Kapinga n'a pas enlevé l'argent là. Bon, elle est très surprise.
Elle est déjà prise au piège, elle a déjà fait toutes les démarches. C'est pas mortel, ok? Elle accepte. Elle achète la maison. Elle est quand même déçue que Kapinga l'ait menti. Quand elle reste maintenant dans la maison, elle avait fait les premiers 10 mois, c'est comme la sorcellerie. Il ne s'est rien passé. Dès qu'elle a payé la maison, la pluie de Dieu, la pluie qui pleut, la pluie qui tombe, la prochaine pluie quand elle est tombée, elle voit derrière débordement d'eau. Hein? Comment ça, débordement d'eau? L'eau remplie dans son jardin. Oh. Mais les experts étaient passés ici, ils ont regardé parce qu'elle avait tout fait. Ils ont dit que tout, ça va, c'est bien et tout. C'est quoi le problème? Elle part voir Kapinga. Elle dit, mais je n'ai pas compris. Pourquoi il y a eu l'eau était... Elle dit, moi, je ne sais pas. C'est chez toi. Donc, toi, ça ne va pas chez toi. Tu viens me poser la question. Parce que le problème, c'est quoi? La maison, là, est comme sur une descente, OK? Il y a la première villa, et puis il y a sa villa, elle qui est derrière, sur les 2 hectares. C'est pas monté, c'est un peu penché. Donc, ce jour-là, il n'a pas compris, quand il a plu, toute l'eau de la première villa est venue stocker dans son jardin. Pendant qu'elle avait déjà fait 10 mois là-bas, elle n'avait jamais vu ça. Bon, pendant les 10 mois, il n'avait jamais beaucoup plu. C'est ça, en fait, le problème. Il pleuvinait. Elle a dit, ce n'est pas son problème, c'est chez elle. Ah. OK. Donc, elle ne comprend pas. Elle rappelle les experts. Mais vous, vous étiez venu regarder le terrain ici, vous avez regardé, vous m'aviez dit que non, tout va bien et tout ça. Les experts ne savent pas quoi dire. Est-ce qu'ils étaient corrompus? Est-ce que c'est quoi? On ne sait pas. Il vient lui dire, non, madame, c'est comme si les terrains ici, il y a des coins qui sont un peu marécageux et tout ça. Comment ça marécageux? Vous, je vous avais payé, non, et tout ça. Oui, quand on avait fait l'expertise, on n'avait pas bien vu. Elle dit, mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Le problème, c'est quoi? Les 2 hectares là, les terrains ne sont pas bien. Ils ont construit. Après, ils se sont rendus compte. C'est pour ça qu'ils vendaient. Ce n'est pas parce qu'il manquait des locataires. C'est parce que le terrain n'était pas bon qu'ils voulaient vendre ça. Mais par contre, la maison d'en haut, elle est mieux parce qu'elle est en hauteur. Mais c'est la maison d'en bas qui prend tous les coups. Qui prend les coûts de la maison d'en haut. Donc, il faut faire des constructions, des barrages, des choses, diriger l'eau ailleurs. Il faut beaucoup de travaux qui demandent encore un autre 50 000 € à investir minimum. Elle dit, tu te rends compte que cette période-là, elle dit, la fosse septique est fissurée. La fosse septique est fissurée dans la terre. Donc, imaginez, la fosse septique commence à déborder. Quand il pleut, l'eau vient, la fosse septique déborde, ça devient invivable. Elle rappelle les experts pour une expertise géologique. Ils viennent regarder, ils voient vraiment que le terrain là, c'est pas bon. En fait, on ne devait pas construire là-bas. Surtout une maison comme la sienne. Il faut vraiment des déviations, il faut des travaux, il faut beaucoup d'argent. Et qui va payer cet argent-là? Ça veut dire que c'est une arnaque. Quand elle essaie de dire à Kapinga, elle est énervée, elle lui a écrit un mail. Elle dit, Kapinga, je suis vraiment déçue de toi. Comment tu as pu me vendre un truc comme ça? Parce que toi, tu m'as vendu la maison d'en bas à 336 000, le même prix que tu as vendu la maison d'en haut. C'est quand elle apprend qu'elle a déjà vendu la maison d'en haut au même prix. Mais la personne qui a acheté en haut a fait une bonne affaire. Moi, j'ai acheté la pourriture. Elle lui dit que ce n'est pas son problème. Elle avait appelé des experts. Si les experts lui avaient dit que c'était bien, pourquoi elle avait acheté? Elle avait appelé des experts. Pourquoi elle avait acheté si c'était mauvais? Ces experts lui avaient dit que c'était bien. Il lui avait dit que le mètre carré, c'était correct. C'est aujourd'hui qu'elle veut se lever devant une Kapinga qui l'a aidé. Quelle ingratitude! Toi là, l'argent que tu as eu pour acheter la maison, si ce n'était pas moi Kapinga, est-ce que toi, tu allais acheter cette maison-là? Hein? Avec ton dossier pourri que toi, tu avais. Un garçon comme Gaston, fils d'eux, ils ont travaillé toute leur vie. Il a gagné son argent. Nous tous, on a vu Gaston gagner l'argent ici en Guadeloupe. Toi là, toi, tu pouvais porter l'argent que tu as porté si ce n'était pas moi, Kapinga, qui t'ai aidé. Et les services, ce n'était pas gratuit. Hein? Elle n'a pas aidé gratuitement. Elle a payé Kapinga pour patrouiller tout l'argent de son mari.
J'ai fait au mieux. J'étais arrangé pour que tu gagnes cet argent-là. Si tu as mal investi ton argent, est-ce que c'est mon problème? Quand toi, je t'avais dit d'acheter la maison, est-ce que je t'avais interdit de contrôler? Tu avais ramené tes experts à toi personnel. Si tes experts n'ont rien vu, la maison perd sa valeur. Est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est mon problème? Tu m'appelles, tu me déranges, pourquoi? Que ce soit ta dernière fois que tu m'envoies un mail comme ça. Ah bon? Elle a pris le téléphone, elle a appelé Kapinga. Kapinga n'a pas décroché. Elle a dit, c'est même mieux qu'on communique par mail, parce que les mails, c'est des preuves. Elle lui a renvoyé un devis comme ça. Kapinga, tu vas payer ça. Kapinga, l'état de ta maison, ça ne vaut pas le prix auquel tu m'as vendu. En fait, l'état de la maison vaut 200 000. Mais le problème est que Kapinga savait qu'elle avait gagné 300 000. Elle lui a vendu ça à 336 000. OK? Pendant qu'elle a payé déjà 82 000 à son mari, il avait que 200 000. Ça veut dire que cette maman devait repayer encore de son compte. Genre, elle a la dette à la banque. Parce qu'elle a donné 230 ou 200 000. La maison est 330. Ça veut dire que de son salaire ou de sa retraite, on prend l'argent pour payer cette maison-là. C'est comme ça qu'elle peut porter plainte. C'est ça le dossier qu'elle a maintenant au tribunal avec Kapinga. Kapinga ne veut pas payer. Kapinga, c'est une dure fille de Guadeloupe. Kapinga, elle dit, est-ce que tu te rends compte de la cruauté des gens? C'est comme si j'ai quitté le problème avec mon mari tout-puissant. Je suis allée me mettre en problème avec une Kapinga toute puissante qui nie tout, qui connaît tout le monde dans la ville, qui est l'enfant de je ne sais pas qui est très riche, qui est imbu d'elle-même, qui est jalouse, qui est aigrie de moi. Donc, elle a dit, mon problème a changé de forme. C'est comme si j'ai abîmé l'argent de mon mari. Elle a dit, elle a même commencé déjà à essayer de faire des travaux parce que la fosse septique l'a débordé. Donc, elle a investi l'argent parce que c'est elle qui vit là-bas. Et là, ils vont sur 5 ans. Sur 5 ans. Elle s'en est rendue compte la première année de l'achat. Là, ils sont à 4 ans déjà de procès. Avec Kapinga qui l'amène gauche, qui l'amène droite, qui l'amène gauche. Elle remet ça en prière tous les jours. Tous les jours. Parce que Kapinga est hyper connecté. Kapinga peut la truquer. Elle a pris encore des avocats qu'elle doit payer. Avec son argent de retraite. Son mari, il a appris qu'elle avait acheté la maison de Kapinga. Mais son mari, il a aussi appris que c'est Kapinga qui l'avait aidé pour les dossiers. Mais il ne sait pas que c'est le notaire qui l'avait signalé. Ça, c'est nous, les gens de la team, qui savons. Donc, cette maman-là, elle est venue témoigner Dieu pour dire que elle sait qu'elle va gagner parce que ça va dans son sens. En tout cas, jusque-là, ça va dans son sens. On n'a pas encore tranché, mais elle est fautive parce que le mètre carré ne correspond pas au terrain, au lieu. Elle lui a vendu ça trop cher pour l'état de la maison. Elle ne lui a pas dit de me rembourser. Mais sa démarche est que le prix de la maison doit baisser et elle doit arrêter de payer. Voici la maison vaut 200 000. Pourquoi elle est en train de repayer pour que ça arrive à 336 000? Elle dit, tu te rends compte que cette femme-là, elle est banquière, elle est deuxième personne à la banque. Elle a hérité de son père. Elle a son argent personnel. Ils ont des biens à Paris, en Guadeloupe. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Elle me fait la guerre, pourquoi? On ne sait pas. Pour gagner quoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle va faire de cet argent? On ne sait pas. Aujourd'hui que je raconte l'histoire, elle a 73 ans. Elles ont commencé les conflits. Kapinga avait 68 ans. Aujourd'hui, Kapinga a 73 ans. Elle est en train de chercher l'argent comme si Kapinga va être enterrée avec cet argent-là. C'est qu'elle a déjà même. Elle va laisser ça à son gigolo, à son mari, peut-être au neveu ou quoi de son mari, ou ses nièces qui sont déjà hyper riches parce que ses frères et ses sœurs sont riches. Kapinga se bat pour l'argent. Elle dit, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'ai des enfants, j'ai des héritiers, j'ai des petits-enfants. Elle me fait la guerre pour un petit bien dans son existence. Elle a des biens partout dans le monde, mais elle me fait la guerre pour cette maison-là. Elle veut me rouler. Pourquoi elle ne peut pas reconnaître que sa maison n'a pas cette valeur-là? Pourquoi elle s'y accroche? Elle a dit, les riches, qui ont l'état d'esprit des riches,
sont tellement mauvais. Ils sont incroyables. Parce que tu te battes comme ça pour une bonne raison, on va comprendre. Elle se bat pour rien. Elle a 73 ans, elle va crever dans pas longtemps. Elle n'a plus 30 ans ou 40 ans à profiter de tous ces biens-là. Peut-être dans 10 ans, elle sera en maison de retraite. Peut-être dans 5 ans, parce que tout peut arriver, elle est en surpoids. C'est une grosse femme et courte. C'est comme ça qu'on me l'a définie. Donc, je répète. Ça veut dire qu'elle est en surpoids. Elle n'est même pas en bonne santé. Du haut de ses 73 ans, elle peut tomber malade à n'importe quel moment. Mais elle se bat pour l'argent. Elle se bat pour l'argent. Donc, elle n'a pas de limite. Elle va chercher l'argent toute sa vie. Elle est retraitée de la banque. Elle est toujours en guerre pour l'argent pendant qu'elle en a plein, qu'elle va laisser à personne. Elle dit, c'est incroyable. C'est choquant. C'est choquant, cette histoire, ça dépasse notre maman de latine. Mais elle remet tout à Dieu et elle sait qu'elle va vaincre. Elle sait qu'elle va gagner ce combat. Parce que si Dieu avait organisé le notaire là, c'est lui qui devait la descendre. Il l'a mis à sa disposition. Ce n'est pas une Kapinga qui a joué à la vipère, qui est rentrée dans sa vie, que Dieu n'aura pas la force de mettre à terre. Non. Parce qu'elle lui a rien fait de mal. Elle lui a juste fait confiance. Parce que Kapinga lui avait montré le bon cœur. Lui avait dit, viens, moi je vais t'aider. Viens, je vais le faire. En fait, elle n'a jamais voulu l'aider. En fait, elle était intéressée parce qu'elle sait que les Gastons ont l'argent chez eux. Elle sait que le papa des gars, elle voulait savoir que pèse mon mari. Elle voulait savoir qui il est vraiment. C'était pas pour m'aider. C'était la compétition. Dans son cœur, en fait, elle connaît Gaston depuis qu'ils sont petits, mais elle voulait le détruire. C'était pas parce qu'elle m'aimait, elle voulait le détruire, le rendre pauvre. C'est pour ça qu'elle m'a aidée. Et elle a cru que c'est Dieu qui l'avait mis sur son chemin pour qu'elle aide. Or, le travail que Kapinga fait, elle aurait pu payer quelqu'un d'autre parce qu'elle a quand même payé Kapinga. Elle aurait pu payer quelqu'un d'autre qui allait faire ce boulot-là parce qu'elle savait de quoi elle avait vraiment besoin. Donc, elle est partie dans un filet, on l'a attachée comme ça. Kapinga lui a dit, OK, comme vous êtes en conflit comme ça, déménage, viens habiter chez moi. C'était comme par gentillesse, comme par aide. Je sors les locataires là, les gens qui viennent 2 semaines, 3 semaines, les touristes. Toi, prends la maison. Elle dit, tu as vu comment le serpent est venu avec le sourire. Le diable est rentré dans ma vie avec la gentillesse. Donc, tout ce qu'elle me faisait, c'était des pièges. Elle savait que le gars, j'ai déjà contrôlé, je sais qu'il a autant, elle peut s'en sortir avec autant, c'est elle qui va acheter cette maison pourrie là. Alors, il faut déjà lui montrer ça. Il faut déjà qu'elle entre. Elle dit comme si le temps et le climat étaient contre moi. Il ne s'est jamais rien passé. Il ne s'est jamais rien passé dans cette maison-là. Je ne pouvais même pas avoir l'idée que ça avait des problèmes. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? J'ai acheté cette maison-là sans demander à Dieu. Je l'ai achetée parce que je vivais dedans. C'est pour ça que je l'ai achetée. Si j'étais en location ou quelque part ailleurs, je n'allais pas acheter cette maison-là parce que j'allais avoir mon argent dans le compte et j'allais avoir le choix de chercher. Mais j'étais déjà dedans. C'est-à-dire que tout cadeau n'est pas à prendre. C'était un cadeau empoisonné. C'était une gentillesse masquée. C'était un piège. En fait, elle a piégé mon mari, mais pas piégé moi-même. Elle a voulu nous mettre à terre. Donc, prendre l'argent de mon mari pour acheter sa pourriture de maison. Voilà. Elle dit, est-ce que tu peux voir le cœur de l'homme comme ça? Une dame. Elle dit, c'est pas possible. Les gens sont incroyables. On ne sait pas à qui faire confiance. C'est la naïveté. C'est quoi? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Et c'est son histoire qu'elle est venue nous raconter, nous témoigner pour nous dire qu'aujourd'hui, tout est possible. Tout est possible. Les gens, il faut s'en méfier. Il faut tout examiner, toute relation, tout accord, tout contrat, tout ce que tu fais comme engagement. Les gens qui viennent vers toi par gentillesse, il faut vraiment cerner, étudier, prier Dieu pour demander, est-ce que c'est la vraie gentillesse? Tout le monde qui vient pour t'aider, est-ce qu'ils viennent vraiment pour t'aider? Quand tu es par terre, quand tu es dépassé, quand tu as un lion devant toi, est-ce que tout le monde qui vient pour t'aider vient vraiment pour t'enlever du chemin de ces lions-là? Ou il vient juste t'enlever devant les lions et te mettre devant le tigre?
Merci beaucoup, maman, pour ton partage qui nous éveille. Qui nous éveille vraiment. Moi, je veux que chacun de nous réfléchisse. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Les gens qui viennent t'aider là sans demander l'aide. Pourquoi ils viennent t'aider? C'est ça? C'est innocent? C'est pour ça qu'il faut prier pour toute aide. Quelqu'un vient t'aider, remercie Dieu, remercie-la, merci beaucoup pour l'aide. Prie pour cette aide-là, Seigneur, que cette aide-là m'aide à avancer, que cette aide-là ne vienne pas pour m'achever, pour m'acheter, pour me détruire, pour me mettre à terre. Il y a des gens qu'on a aidés pour les enfoncer. C'est comme les gens qu'on a amenés esclaves en Europe. On les a aidés de quitter l'Afrique, mais ils sont venus être esclaves ici en Europe. Esclaves ici en Europe. Alors ça, c'était l'aide ou c'était pour t'achever. Il y a des gens qu'on a pris au village. On les a ramenés dans la capitale et ils pensaient qu'ils allaient dans la capitale vivre pour devenir comme cette personne. Non, ils sont venus devenir des boys. Ils sont venus devenir des esclaves qu'on va taper, qu'on va maltraiter. Tu es loin de ta famille, on va t'écraser. Toute aide n'est pas aide. Il y a des gens qui viennent investir leur argent dans ton business pour te détruire, pour avoir un mot à dire dans ton affaire. Ah, il a déjà mis son argent, il a des parts. Tu ne peux plus décider tout seul. Tu ne peux plus décider tout seul. Toi, tu avais ton capital de 10 000. Lui vient mettre ses 5 000, vous avez 15 000. Les 15 000 là te permettent de faire plus. Mais tu ne vas pas décider tout seul. Maintenant, ces idées, c'est pour te détruire. Tu vas faire comment? Toute aide n'est pas aide. Il faut faire vraiment attention. Il y a des vipères et des serpents qui viennent pour t'aider avec les dents, avec la gentillesse. Vraiment que ça nous interpelle, qu'on reste éveillé, qu'on reste vraiment éveillé comme la parole de Dieu nous dit. Restons éveillés et prions pour tout. Même pour les aides, prie pour ça. Les gens qui viennent entrer dans tes histoires comme ça, les gens qui viennent te montrer la vie en rose sur un plateau, il faut savoir que la vie n'est pas rose. La vie ici n'est pas rose. La plupart des temps, les gens font les choses par intérêt. Les gens sont gentils avec toi par intérêt. Les gens ne sont pas gentils parce qu'ils t'aiment. Ils sont gentils parce qu'ils veulent s'affirmer, parce qu'ils veulent voir une place, parce qu'ils veulent une visibilité. Toi, tu es bien placé, tu as un bon poste, tu es directeur, toi, tu es déjà un ministre, tu es l'enfant de telles connaissances, toi, tu es la... C'est pour la visibilité. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Parce qu'aujourd'hui, tu es la cousine des Fachi, tu es la cousine du président. Parce que toi, je te vois, tu causes avec des gens bien. Ils viennent faire l'amitié avec toi. C'est pas parce qu'ils t'aiment. C'est parce qu'il sait qu'à partir de toi, lui aussi sera visible. Lui aussi, ce n'est pas de l'amitié. Et tu verras qu'une personne comme ça, elle est serviable. Je peux faire ça pour toi. Hein. Je peux t'accompagner. Non, non, je peux même payer pour toi. Non, 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 ne te dérange pas. Moi, je vais payer, tu vas me rembourser. Trop d'aide. Ce n'est pas l'amitié. Il a besoin de toi. Il a besoin de ta place. En fait, il a juste envie d'être à ta place, mais il ne peut pas être à ta place. Donc, il faut qu'il soit avec toi. Gentillesse par intérêt. Viens me laisser les enfants. Non, 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 mais les enfants, je vais les garder. Tout ça, il cherche une relation pour sa visibilité, pour porter ton identité, pour pousser les portes en ton nom, pour montrer les photos qu'il a avec toi. Faites attention, toute aide n'est pas aide. Parce que quand il va arriver à ce qu'il cherchait, il n'aura plus besoin de toi. Alors là, surtout s'il s'était humilié à faire ça. Parce que quelqu'un qui s'est humilié pour un intérêt, dès qu'il aura ce qu'il cherchait, il voudra te faire payer le profit de cette humiliation-là. Il va tourner, automatiquement, il va changer, il va devenir méchant. Parce qu'il a fait des efforts, il s'est surpassé, il t'a supporté, il s'est humilié. Donc, toi, tu vas payer ça. Tu vas payer ça, tu vas t'étonner, il commence à raconter tes affaires, il sort tes secrets, il met ton business à nu, donc il parle de toi n'importe comment et tout ça, parce que sa mission est accomplie. C'est ce qu'il voulait. Et des gens comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Il faut les cerner. Quand tu causes avec lui, tu sais que toi là, je connais ta mission. Je sais ce que tu cherches, mais tu ne l'auras pas. Je ne vais pas te dire que tu ne l'auras pas, mais je vais te laisser dans les nuages. Je sais que tu vas dire, mais la fille là, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans, ça fait 15 ans, je la suis. Elle ne m'a jamais présenté la personne là que je voulais qu'elle me présente. Depuis que je la suivais. Elle est la nièce, si c'est de qui là. Elle ne m'a jamais amené là-bas. Ces cousines là, les enfants du président là. Pourquoi quand ils font les fêtes, elle ne m'invite pas? Pendant que je m'habille bien, je suis belle, je la dépasse même. Pourquoi elle ne m'amène pas? Elle ne va pas t'amener parce qu'elle sait que tu viens pour ça.
Elle sait que tu viens pour ça. Tu viens parce que tu sais qu'elle est la cousine des enfants de Félix. Elle aussi, elle sait. Elle va seulement te raconter ce qu'elles avaient causé. Mais elle ne va jamais te porter, t'amener là-bas pour que toi, tu les connaisses directement. Tu vas la sauter. La façon qu'elle s'est accrochée à toi, c'est comme ça qu'elle va aller s'accrocher à tes connaissances. Il ne faut jamais oublier ça. Tu lui présentes ton vieux patron beau gosse qui a l'argent au Congo et tout ça. Elle va te sauter, te traverser. Parce que c'est pour ça qu'elle était venue. Elle sait que toi, tu es branché. Toi, quand tu pars au Congo, tu as les bonnes connaissances. Tu connais les têtes, les hommes d'affaires, les ministres. Tu es dans le milieu. Elle vient. Ce n'est pas parce qu'elle t'aime. Voyageons seulement ensemble. Je peux m'arranger. On part ensemble et tout ça. Parce qu'elle sait que vous allez partir ensemble. Vous allez loger dans les mêmes appartements. Vous allez utiliser la même voiture. Elle va voir toutes tes connaissances. C'est la mission. Faites attention. Quand tu as des bonnes connaissances, préserve ça. Tu as tes bons... Ne donne pas à tout le monde. Il faut rester vigilant. T'es vrai, tu peux partager. Mais quelqu'un que subitement, seulement tu les rencontres, piou, il entre dans ta vie. Fais attention. Hein. Fais attention, quelqu'un qui entre dans ta vie. Vite. Et puis, tu ne vas pas comprendre que vous êtes devenus des amis. Il y a des gens comme ça, ils sont envahissants. Ils t'appellent le matin, ils t'envoient le message, ils t'appellent le soir, ils te font le compte rendu de sa vie. Ils cherchent l'amitié. Tu vas te retrouver que, mais elle là, je l'ai connue, ça fait 3 semaines. On commence déjà à parler même de mes enfants, de ma vie, de mes parents. On en est arrivé comment? Elle est en train de t'entrer. Parce qu'elle va te raconter pour que toi aussi tu lui racontes. Elle va te dire le mensonge, toi tu vas lui dire la vérité. Elle va entrer dans... Il y a des gens qui sont champions dans ça. Champions dans ça. Ils te regardent comme ça à la télé, ils disent je vais être son ami. Il y a des gens comme ça. Donc il faut faire très attention. Et ça c'est à tous les niveaux. Hein. À tous les niveaux. Vous avez vu comment on a roulé quelqu'un? 300 000 euros. On va lui faire payer 300 000 euros pour une maison qui vaut 200 000. Par soi-disant quelqu'un qui était gentil. Avec ils ont fait des restos, avec ils ont discuté, avec ils ont rigolé, ils ont fait le sport ensemble. Pourquoi? Pourquoi traiter l'autre comme ça? Malheureusement, le monde est fait ainsi. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, maman, pour ton partage. Merci pour la confiance. On attend encore des autres témoignages. En tout cas, merci à vous tous qui l'avez suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas de liker, de partager les témoignages autour de vous. C'est le but de la chaîne. Nous sommes là pour glorifier Dieu. En tout cas, on te souhaite beaucoup de courage et que cette histoire termine vraiment très bien, que tu nous ramènes la suite. On te bénit au nom de Jésus. Merci à vous tous. Peace and love chez vous. Bye. Komisanga mwana tina maloba na yo ebongola bizaleli nanga na nzela na yo nakofanda mpo nazali ya sika na maboko na yo bolingo na yo eleki mingwi na bomoi nanga epai na ngai yo nde bolingo yango ya solo na mokili oyo papa Nzambe yo nde pole ya motema nanga ndenge nazali awa nga nakubisi yo na misi ya mokili mobimba mpe natomboli kombo na yo likolo na mbisoli na nga nayebeli yo loyembo euti na motema Nzambe oyo afungoli nzela ya libota nga na libota tokomi ya tina nga na libota tokomi ya tina ozelaki nga tango molai mokonzi na lola na mipesi mobimba na yo mokonzi na lola nzela nanga ekomi elonga mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola tofanda ファンだなよパパもこんじゃろら
kimya naliponda